Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mercredi 8 janvier. La riposte de Téhéran se concrétise après la mort du général Soleimani. L'Iran a visé des troupes américaines basées en Irak. Le président américain Donald Trump a réagi en annonçant de nouvelles sanctions contre le régime. Carlos Ghosn s'est exprimé pour la première fois depuis sa fuite au Liban. L'ancien PDG de Renault-Nissan, accusé de malversation par la justice japonaise, justifie son geste par une persécution politique selon ses propres termes. En France, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les partenaires sociaux à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Les perturbations continuent après plus d'un mois de grève. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis direction Moscou à la fin de cette édition pour jeter un coup d'œil à une exposition qui sort de l'ordinaire, une exposition sensorielle. La riposte de Téhéran était attendue. Elle s'est matérialisée par des tirs de missiles qui ont visé des militaires américains stationnés en Irak. La communauté internationale appelle toujours à la désescalade. Les autorités irakiennes dénoncent de leur côté une atteinte à leur souveraineté et refusent d'être un dommage collatéral des tensions qui agitent l'Iran et les États-Unis. L'Irak ne veut pas être transformé en champ de bataille pour des partis en conflit. Réaction du président irakien ce mercredi après les tirs de 22 missiles iraniens qui ont visé des cibles américaines en Irak. Viser ces cibles, des bases irakiennes accueillant des troupes de la coalition internationale emmenées par Washington, c'est une violation de la souveraineté pour Bagdad. Les autorités iraniennes, pour leur part, ne comptent pas s'arrêter là. La vengeance maintenant, c'est de forcer l'Amérique à quitter cette région. La vraie vengeance, c'est quand l'Amérique sera expulsée de cette région et quand sa main d'agression sera coupée pour toujours. Côté religieux, c'est le guide suprême Ali Khamenei qui a pris la parole ce mercredi, décrivant les frappes iraniennes comme une gifle au visage des Américains. Plusieurs réactions internationales se sont fait entendre après ces frappes iraniennes de représailles appelées Opération Martyr Soleimani. Paris, Berlin, Londres, les grandes capitales européennes appellent à la désescalade, ainsi que l'OTAN qui condamne ces frappes. Le président américain Donald Trump s'est exprimé en fin d'après-midi de son côté en annonçant de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Donald Trump salue la désescalade engagée par l'Iran, mais il veut maintenir une pression maximale. Le président américain a fait sa première déclaration officielle depuis les frappes iraniennes sur des bases américaines en Irak. Il a évoqué également l'accord sur le nucléaire iranien. Le moment est venu pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine de reconnaître cette réalité. Ils doivent maintenant rompre avec ce qu'il reste de l'accord avec l'Iran. Les menaces que pourrait faire peser l'Iran sur l'approvisionnement international en pétrole ne semblent pas inquiéter Donald Trump. Nous sommes désormais le premier producteur de pétrole et de gaz naturel dans le monde. Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin de pétrole du Moyen-Orient. Reprenant un discours déjà utilisé face aux autorités iraniennes, le président américain a joué la carte de la main tendue. Nous devons conclure un accord qui permette à l'Iran de prospérer et de tirer parti de son énorme potentiel inexploité. L'Iran peut être un grand pays, mais la paix et la stabilité ne peuvent prévaloir au Moyen-Orient tant que l'Iran continue de fomenter la violence, la haine et la guerre. Même si l'Iran semble reculer, a-t-il déclaré, Donald Trump a aussi annoncé la prise immédiate de nouvelles et puissantes sanctions économiques. Et Bagdad va convoquer l'ambassadeur d'Iran pour violation de sa souveraineté, a annoncé le gouvernement irakien. Une catastrophe aérienne s'est produite ce matin en Iran, à l'ouest de Téhéran. L'appareil devait rejoindre Kiev en Ukraine. Aucun des passagers n'a survécu au drame. Sandrine Delorme. Il ne reste plus grand-chose du Boeing ukrainien qui s'est écrasé ce matin en Iran. Des morceaux de carcasse de l'appareil, des bouts de siège et ce bilan, celui des victimes, 176 personnes ont péri. Parmi elles se trouvaient 82 Iraniens et 63 Canadiens.
L'avion appartenait à la compagnie Ukraine International Airlines. Il venait de décoller de l'aéroport international de Téhéran en direction de Kiev. Il s'est écrasé sur le territoire de la ville de Shahryar, à l'ouest de la capitale iranienne. Il était environ 6 h du matin quand on a entendu une explosion. J'allais travailler, mais j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé à 6 h 10. Et j'ai tout de suite vu que l'avion et les corps des passagers avaient été réduits en pièces. Mais le pilote a réussi une chose. Il s'est écrasé sur un terrain de foot au lieu d'une zone résidentielle. Il a pu s'écraser dans ce champ, près du canal d'eau. Ce crash meurtrier a eu lieu quelques heures après les frappes de l'Iran sur les bases américaines en Irak. Une défaillance technique ou humaine pourrait être à l'origine de l'accident, mais l'appareil venait de passer un contrôle technique il y a 2 jours, affirme la compagnie d'aviation ukrainienne. Carlos Ghosn a pris la parole devant la presse après sa fuite au Liban. L'ex-PDG de Renault-Nissan, accusé de malversation par la justice japonaise, s'est défendu en évoquant une collusion entre Nissan et le procureur nippon. Des dizaines de journalistes l'attendaient pour sa première apparition publique depuis son évasion rocambolesque du Japon. Carlos Ghosn, l'ex-PDG du groupe Renault-Nissan, a tenu à Beyrouth au Liban une très longue conférence de presse durant laquelle il a réitéré avec force son innocence et dénoncé un coup monté ourdi par Nissan avec la complicité de responsables japonais. C'est politique. Il y a eu beaucoup de tentatives pour présenter cela comme une affaire courante de quelqu'un qui a dépassé les limites. Mais non, il n'y a pas eu de dépassement des limites. Je suis innocent de toutes les accusations portées contre moi, de toutes. En fuyant le Japon, où il est notamment accusé de malversation financière, Carlos Ghosn dit avoir voulu échapper à l'injustice et à la persécution. J'en suis venu à comprendre que mon épreuve inimaginable des 14 derniers mois est le résultat d'une poignée d'individus sans scrupules et vindicatifs chez Nissan. Cette décision de fuir le Japon a été la plus difficile de ma vie. Mais n'oublions pas que je faisais face à un système où le taux de condamnation est de 99,4%. Et je vous parie que ce chiffre est beaucoup plus élevé pour les étrangers. Carlos Ghosn n'a pas donné de détails de sa fuite du Japon en jet privé. L'homme d'affaires avait été libéré sous caution en avril. Après 130 jours de prison, il était depuis assigné à domicile dans l'attente de son procès. Le parquet de Tokyo a jugé inacceptables les critiques de l'homme d'affaires contre la justice japonaise. J-1 avant une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Les négociations entre les syndicats et le gouvernement se poursuivaient aujourd'hui au 35e jour de grève. Du côté de la SNCF, le taux de grévistes est annoncé en légère hausse pour la journée de demain. Et la question de l'âge pivot fait toujours débat jusque dans les rangs de la majorité. Voyez ce reportage à Lyon, signé Guillaume Petit. C'est l'une des rares choses qui n'ont pas changé pour Laurent depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les réveils nocturnes, ce cheminot de 48 ans y est habitué. À 6 h ce matin, les salariés de la SNCF en grève depuis un mois ne chôment pas pour convaincre les Français. Ouais, après c'est Pascal qui dit. Là on va installer le piquet de grève de Perrache, donc on récupère notre matériel comme tous les matins depuis le 5 décembre. Objectif, sensibiliser les usagers et maintenir la pression, car rien dans cette réforme ne les convainc. Ni le système à points, ni la nouvelle méthode de calcul sur l'ensemble de leur carrière au lieu des 6 derniers mois. Et encore moins l'âge pivot qui permet toujours de partir à la retraite à 62 ans tout en mettant en place une décote pour inciter à partir plus tard. À la SNCF, les agents de conduite partis à la retraite en 2018 avaient en moyenne 53 ans. Les autres agents de la SNCF en moyenne 58. Les cheminots ont néanmoins obtenu un relèvement de cet âge de départ progressif, mais pour eux ce n'est pas suffisant. Nous, effectivement, le préalable, c'est le retrait de ce projet. Le gouvernement le sait. Il doit mesurer aussi la colère qu'il y a dans le pays et en prendre la mesure. Un retrait pur et simple de la réforme des retraites est loin d'être la ligne fixée par Emmanuel Macron, qui a rappelé lors de ses vœux qu'il souhaitait mener la réforme à son terme tout en appelant à un compromis rapide. Mais la mesure de l'âge pivot suscite l'opposition de tous les syndicats, y compris celle de la CFDT. Une mesure également rejetée par une majorité de Français dans les sondages, qui suscite également des critiques au sein même de la majorité. Un groupe de 20 députés La République En Marche a notamment signé une tribune dans la presse pour proposer des alternatives.
Il faut effectivement un âge d'équilibre qui ne soit pas uniforme, donc qui soit individualisé en fonction des parcours professionnels et en fonction de la pénibilité. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, après 60 ans, quand elle est mesurée quand on a eu 60 ans, eh bien cette espérance de vie, elle peut avoir 10 ans d'écart en fonction des métiers qu'on a effectués. Le gouvernement semble prêt à faire un pas sur les questions de l'emploi des seniors et de la pénibilité justement. Des pistes seront proposées d'ici 15 jours. En attendant les nouvelles négociations vendredi sur la question du financement des retraites, chacun campe sur ses positions. De nouveaux appels à manifester pour ce week-end ont été lancés. Quelles sont les actualités qui ont retenu l'attention des différents services linguistiques d'Euronews? On jette tout de suite un coup d'œil au sujet du jour chez nos voisins européens. Almeno 4 persone sono morte questo mercoledì a Mogadiscio. Le service italien est revenu sur l'attaque qui a frappé Mogadiscio aujourd'hui. Un attentat à la voiture piégée survenu près du Parlement dans la capitale somalienne qui a fait au moins 4 morts et une dizaine de blessés. Les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Le groupe terroriste a récemment mené plusieurs attentats, notamment il y a 3 jours contre une base militaire au Kenya et qui avait fait 3 morts dans les rangs américains. Al-Shabaab. Du côté de la rédaction portugaise, le point sur l'épidémie de rougeole qui touche en ce moment la République démocratique du Congo. Une épidémie qui a fait plus de 6000 morts dans le pays l'an dernier. Elle aurait tué 3 fois plus de personnes que le virus Ebola qui se répand depuis près d'1 an et demi dans cet état du continent africain. L'an dernier, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés sur place. Mais certaines régions restent difficiles d'accès pour les ONG en raison de la présence de groupes armés. En Grèce, le bureau du FMI s'apprête à fermer à Athènes. Une fermeture prévue dans les mois à venir, a annoncé le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en marge de sa rencontre avec la directrice du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva à Washington. Cette représentation avait ouvert en 2010 en pleine crise grecque lors de la signature du premier prêt international entre Athènes et ses créanciers. Paul Thompson. Direction Moscou à présent pour jeter un coup d'œil à une exposition qui sort de l'ordinaire. Une exposition qui ne fait pas appel à la vue, mais plutôt à l'odorat. Raphaël Vivant. Avec sa nouvelle exposition, le Garage Museum de Moscou met à l'honneur un sens peu utilisé dans le monde de l'art, l'odorat. Johan Air propose aux visiteurs d'explorer un monde invisible et de découvrir le potentiel poétique et magique des odeurs et des parfums. L'expérimentation artistique Euronair n'est pas une rétrospective de l'art olfactif dans le monde. Ce n'est pas non plus une foire dédiée à l'art olfactif. C'est plutôt un ensemble de thématiques pour faire entrer chacun d'entre nous dans un état spécial, léger, comme en apesanteur. Cette installation s'inspire de l'effet Madeleine de Proust, quand quelque chose d'anodin nous renvoie à un puissant souvenir. Selon l'artiste norvégienne Sissel Tolas, l'air et les molécules odorantes qui nous entourent peuvent agir sur notre subconscient et avoir cet effet déclencheur. Ce sont simplement des odeurs abstraites, comme pourrait l'être une peinture abstraite par exemple. Mais les visiteurs trouvent leurs propres souvenirs dans ces senteurs. L'exposition Johan Air est visible au musée d'art contemporain Garage de Moscou jusqu'au 12 janvier. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.